Le premier épisode de ce podcast est accessible gratuitement. Pour écouter la suite, rendez-vous sur le site ou l'application Mediapart. De l'enquête au procès, les grandes affaires de Mediapart en podcast. Bonjour. Bonjour Stéphane. Toujours à l'écoute. Minimum 3 chambres et 3 vraies chambres. Je vais relever le défi. Dénicheur de pépites. On va aller voir un appartement qui n'est pas sur le marché. C'est une perle. En septembre 2023, Stéphane Plaza a 53 ans et il est au sommet de sa carrière. Agent immobilier devenu star de la télévision, comédien à ses heures, il est aussi riche que célèbre. Il est même devenu, selon des sondages dont raffole la presse People, l'animateur préféré des Français. Jeudi à 21h05 sur M6. Mais la journaliste Sarah Brett travaille depuis des mois à une enquête qui va révéler une face beaucoup moins connue du personnage et beaucoup plus sombre. L'animateur est accusé par 3 femmes de violences physiques et psychologiques. Les récits sont précis et étayés. Moins d'1 an après les révélations de Mediapart, le 28 août 2024, Stéphane Plaza va être jugé. Avant ce procès, Sarah Brett nous raconte dans ce premier épisode comment elle a enquêté sur ces faits. Affaire Stéphane Plaza. Ce ne sont que des violences conjugales. Premier épisode, le gendre idéal n'en était pas un. Sarah Brett, comment on commence une enquête comme ça ? J'imagine qu'on ne se réveille pas un matin en se disant « Tiens, je vais enquêter sur Stéphane Plaza ». Non. Mais comme ça nous arrive souvent, on reçoit sur une boîte mail spécifique qu'on a chez Mediapart un premier mail, puis un deuxième, en l'espace de quelques jours au mois de mars 2023. Ces mails, ils sont écrits par des femmes qui veulent nous alerter sur des comportements de Stéphane Plaza. Ils nous interpellent parce que dans ces mails, il y a déjà le mot violence et le mot emprise. Les 2 femmes qui écrivent à la boîte mail violencesexuelles@mediapart.fr se connaissent ? Elles sont en contact, mais elles ne se connaissent pas vraiment. Elles connaissent l'existence l'une de l'autre et le fait qu'elles ont eu une histoire avec Stéphane Plaza en même temps. Et ça, évidemment, nous, ça nous intéresse pas. Ça, c'est évidemment pas d'intérêt public. Mais elles me parlent assez vite de l'existence d'autres femmes qui auraient été physiquement violentées de manière assez grave. Et ça va être là tout le cœur de mon enquête, c'est réussir à toucher ces femmes et leur demander si elles souhaitent témoigner. Pour moi, la grande différence entre l'enquête Stéphane Plaza et les autres grosses enquêtes MeToo qui ont été faites, c'est que là, on parle de violence conjugale. Là, on parle de femmes qui, pour certaines, ont vécu plusieurs années avec Stéphane Plaza et sont ressorties de là très abîmées psychologiquement et très culpabilisées. Parce qu'on connaît bien maintenant ce que c'est que les violences conjugales. C'est bien documenté aujourd'hui par la médecine, par la psychiatrie, par les sciences sociales. Raconter à une journaliste, au grand public, à la justice, la manière dont on a été maltraité pendant des années, humilié, rabaissé, c'est aussi, en fait, en creux, dire qu'on l'a accepté. Et ça, c'est extrêmement difficile. Est-ce que tu te poses la question de l'intérêt d'enquêter sur lui ? Parce que des alertes, on en reçoit un certain nombre, on ne peut pas faire des enquêtes sur tout le monde. Pourquoi enquêter sur Stéphane Plaza ? C'est quelqu'un qui n'est pas forcément associé au lectorat de Mediapart. Il y a d'ailleurs des gens au journal qui ne le connaissent pas. Moi, ça me semble extrêmement intéressant parce que c'est un grand personnage de la culture populaire. C'est quelqu'un qui est quand même très connu, très puissant. Et surtout, c'est une personne qui a une image publique aux antipodes de ce qu'on va découvrir au cours de cette enquête. On a un personnage poussé à l'extrême dans la sympathie, la bienveillance, l'humour. Et on va voir que, en fait, cet homme-là, c'est un homme qui, pour moi, je le dis au terme de cette enquête, est dans une opération de destruction des femmes. Peut-être qu'on peut rappeler à ceux qui ne le connaîtraient pas qui est Stéphane Plaza. On écoute un extrait d'un portrait diffusé à la télévision. Un peu dingue, ce bout en train regorgera d'imagination pour vous amuser. Moi, je pourrais faire une chorégraphie. En plus, si vous en avez assez de votre appart vieillot, il vous refera la déco. C'est le spécialiste du homestaging. J'aime être perfectionniste. Et oui, il a le souci de l'harmonie et du détail jusqu'aux sous-vêtements. C'était même assorti à la chemise et aux chaussures. Une personnalité désinhibée qui se déshabille aussi sur les planches. Mais c'est pas vrai, il fait du théâtre. Mais oui, Stéphane en est même à sa 2e pièce.
Comment est-ce que c'est devenu une star, Stéphane Plaza? Parce que tous les agents immobiliers ne deviennent pas comme ça connus de la France entière. C'est quoi son parcours? On est fin des années 90 et voilà, gros boom de l'immobilier, de la décoration d'intérieur, etc. Il est repéré par une boîte de production Réservoir Prod. Il tombe sur ce mec dans un salon immobilier qui est donc extrêmement exubérant, très désinhibé. Et tout de suite, ils se disent « Ah là là, c'est avec lui qu'on va pouvoir faire une émission immobilier à la télé ». Il va se mettre au service des gens qui soit cherchent un appartement, soit veulent vendre un appartement ou une maison. Il a le contact très facile avec les gens, donc il va réussir à leur obtenir très vite des confidences. Donc ça crée quelque chose de très intime et avec doublé d'un humour potache, on dira, et très vite ça fonctionne. Actuellement, il y a 3 ou 4 émissions sur M6, chasseurs d'appart, recherche appartement, et il faut quand même se dire qu'au moment où on publie l'enquête, les émissions de Stéphane Plaza, c'est plus de 10 heures d'antenne chaque semaine sur M6. C'est énorme. Le magazine L'Informé avait évalué que c'était à peu près 8% des recettes publicitaires de M6. C'est vraiment une cash machine, en réalité, Stéphane Plaza. D'autant qu'il est aussi sur Teva, qui appartient à M6. Absolument. Et il est aussi sur RTL, qui appartient également au groupe M6. Et parallèlement, il bâtit un véritable empire immobilier, grâce à la notoriété acquise à la télévision? Absolument. En parallèle de cette ascension télévisuelle, il va monter une première agence immobilière à Paris qui va devenir un réseau immobilier, 700 enseignes, c'est énorme. Et M6 a pris le contrôle de ce réseau immobilier puisqu'il est actionnaire majoritaire depuis 2022. Quand tu es saisi de ces alertes Sarah Brett, c'est en mars 2023. Tu retrouves des noms, tu retrouves des pistes. Comment tu les recherches alors? Comment on fait une enquêtrice de Mediapart pour recueillir de nouveaux témoignages? Ça a été des heures et des heures et des heures de chat, en partant toujours d'informations peu fiables. Les femmes qui m'ont contactée, qui me disent « Je crois qu'il a eu une relation avec telle femme, qui travaillait avec lui, qui travaillait dans telle agence. » Et donc, ces femmes-là, je vais les contacter par ce qu'on a aujourd'hui à notre disposition et qui est quand même extraordinaire, c'est les réseaux sociaux. En même temps, j'imagine que tu es un peu méfiante, puisque les premières femmes ont intérêt à ce que d'autres témoignent pour qu'elles ont envie de faire savoir le mal que leur a fait Stéphane Plaza. Donc j'imagine qu'à la fois, tu dois développer avec elle une relation avec une certaine proximité et en même temps faire attention à ne pas te faire instrumentaliser. Oui, absolument. Alors, on sait assez vite si on peut croire ou pas les femmes. C'est-à-dire ? Il y a tout un contexte, c'est-à-dire est-ce que c'est la femme qui vient vers vous pour vous raconter une histoire, qui a l'air cousue de fil blanc, qui est revendicative, ou est-ce que c'est une femme qui est complètement apeurée, traumatisée, qui n'a pas envie de parler et qui va vous raconter une histoire, qui va vous produire assez vite des éléments de preuve. C'est assez évident en réalité. Alors, est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans le détail de ce qu'elle te raconte une par une? Est-ce que tu peux nous faire le récit de ce qu'elles t'ont confié? Elle raconte toute la même histoire, c'est-à-dire une sorte de prince charmant au départ, extrêmement amoureux, qui leur fait très vite des grandes déclarations d'amour. Et ça j'ai pu le constater parce qu'effectivement, elles ont pour beaucoup gardé des messages. Et donc, on voit bien, c'est très vite, ça parle mariage. Et ça va même jusqu'à des choses assez folles puisqu'il envoie les mêmes photos à des femmes différentes. Lui, par exemple, en train de nettoyer sa piscine en disant « je prépare notre maison ». Enfin, des choses comme ça. Donc, on voit bien qu'au début, tout se passe bien. Et assez vite, elle raconte effectivement un visage qui change, un homme qu'elle voit assez peu, toutes, parce qu'il est effectivement, de fait, très occupé, donc qui vient chez elle une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, qui débarque assez tard la nuit. Et c'est un homme assez vite dont il faut s'occuper, à qui il faut rendre des services, repasser son linge, laver son linge, lui préparer à manger ce qu'il a commandé. Et donc, elle se sent un peu utilisée, pas très à l'aise avec ça. Et puis, arrive à un moment la violence. Verbale et ou physique. Les humiliations dans l'intimité et en public. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça tourne à la violence physique? Souvent, c'est un événement, c'est une dispute, c'est quoi? C'est à chaque fois la même chose, c'est ses infidélités. Et c'est pour ça que
On en est venu à mentionner dans l'enquête le fait qu'il avait plusieurs relations de manière concomitante. Parce que même si ça ne nous intéresse pas, c'est toujours ça qui est le nœud des violences, en réalité. Jade, il est très en colère contre elle parce qu'elle a été contactée sur les réseaux sociaux la veille par une femme qui cherchait à savoir si elle était aussi en couple avec Stéphane Plaza, à laquelle elle a répondu en lui disant « Oui, je suis en couple avec Stéphane Plaza ». Ça fait à l'époque 5 ans qu'ils sont ensemble, quand même. Et lui, il a appris ça et il est fou de rage. Ça peut être ça, ou alors, pour une autre femme qui témoigne dans notre enquête, Julia, sa relation avec Stéphane Plaza a duré moins longtemps. Elle est en week-end avec lui à Vienne et elle voit des notifications de messages arriver sur son téléphone. Et elle comprend assez vite, effectivement, qu'il a une, voire plusieurs autres compagnes. Et elle, elle ressent d'abord de la colère. Et donc, elle le confronte assez vite au restaurant en disant « Mais tu t'es foutu de moi ». Et là, visiblement, il rentre, d'après ce qu'elle raconte, dans une colère noire. Et il se met à la menacer avec sa fourchette. Enfin, elle dit une scène totalement hallucinante. Elle a peur. Elle a peur. Et pourtant, c'est pas du tout son caractère. L'une d'entre elles, notamment, te dit « Il m'a cassé les doigts ». Comment est-ce que tu vérifies ça ? Comment est-ce que tu procèdes ? Alors effectivement, l'une d'elles va me dire qu'il lui a cassé les doigts. Elle a été extrêmement choquée puisqu'elle a mis fin à leur relation à la suite de ce qui s'est passé ce jour-là. Il débarque chez elle en plein milieu de la journée, il est extrêmement menaçant. Il lui rappelle qu'il lui a interdit de parler de leur relation à l'extérieur. Il s'approche d'elle et elle prend peur, donc elle met ses 2 mains devant son cou en fait pour se protéger parce qu'elle a peur qu'il la frappe. Et en fait, il attrape sa main et il lui retourne les doigts. Et il lui casse un doigt, il lui luxe 2 autres doigts. Et donc là, elle dit qu'elle hurle de douleur tout de suite. Elle lui demande de partir, il refuse de partir, il continue et il finit par s'arrêter de la menacer. Et au moment de partir, il la colle contre le mur du couloir, il lui met son avant-bras en travers de la gorge et il lui dit « Je ne sais pas si tu sais ce que c'est que la souffrance parce que tu vas souffrir ». Et ça, pourquoi je peux vous le raconter aussi précisément aujourd'hui, c'est parce que tout ça, elle l'a consigné finalement dans des messages qu'elle a échangés ensuite avec lui le surlendemain, où elle lui dit « Tu te rends compte de ce que tu m'as fait, tu m'as cassé des doigts ». C'est dans des SMS où lui reconnaît. Il lui répond « Je sais, je suis désolée, quelle force j'ai ». Enfin, c'est quand même assez fou. Et elle va évidemment aller chez le médecin qui va lui prescrire une radio qui va mettre en évidence toutes ses blessures. Donc ça, c'est le témoignage de celle que tu as appelée Jade dans l'enquête, qui veut préserver son anonymat. Et puis, il y a aussi le témoignage d'Eva. Alors, Eva, c'est une ancienne candidate de recherche appartement. Et dès qu'elle arrive sur le tournage, Stéphane Plaza l'aborde, lui montre la petite vidéo de casting qu'elle a faite. Il lui dit qu'il est tombé amoureux d'elle immédiatement, etc. Et il lui trouve un appartement en région parisienne. Il la drague de manière assez lourde aussi. Et bon, finalement, elle finit par céder à son charme et elle entame une relation avec lui. Ça va durer un peu moins d'1 année, il me semble. Eva, elle est mère célibataire de 2 enfants, donc très vite, il lui dit qu'il va adopter ses enfants, qu'ils vont emménager dans sa maison en région parisienne, avec piscine. Enfin, il lui promet plein de choses. Il lui dit qu'elle est magnifique, etc., mais qu'elle serait encore plus belle si elle faisait refaire les seins. Et donc, Eva va consentir à se faire refaire les seins pour lui plaire. Et pourquoi je parle de ça ? Parce que bon, ça pourrait absolument pas nous regarder. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'elle commence à aller très mal, parce que Stéphane Plaza devient très dur avec elle, la rabaisse beaucoup, lui parle mal. Il est devenu de plus en plus menaçant. Eva. Au début, je pensais que tout était de ma faute. Je me sentais pas à l'auteur d'être avec lui, parce qu'il répétait tout le temps que c'est lui, monsieur Stéphane Plaza, que j'avais trop de chance d'être avec quelqu'un comme lui. Donc, j'ai mis du temps à me rendre compte de l'ampleur de toute la manipulation, de toute cette violence invisible qui a fait du mal. Donc, un jour, j'ai décidé de l'enregistrer. Je voulais juste écouter moi-même et me rendre compte que c'était pas du tout normal comment il me parlait. Cet enregistrement, on l'a pas diffusé sur Mediapart jusque-là, tu vas nous expliquer pourquoi, mais aujourd'hui, on a décidé de le donner à entendre pour faire comprendre ce que peuvent être les violences psychologiques. On l'écoute. On va acheter une maison à Tahiti, vous la voir. Ah oui ? Voilà. C'est vrai ? Ben
oui, j'attends les photos. Voilà. Pourquoi faire? Pour acheter une maison à Tahiti. Oui, mais pourquoi faire? Pour aller en vacances, pour aller habiter? Pour vivre, j'ai toujours dit qu'on irait vivre à Tahiti. Tu veux partir d'ici? On va travailler jusqu'à quel âge? De toute façon, on a un enfant qui est incapable de faire des études. Alors bon, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Vaut mieux qu'il soit con à Tahiti que con à Paris, hein? Hein? Et pourquoi pas au Mexique? Bon, on fera les deux. Au Mexique, tu t'entends pas avec ta mère ni ton père. Ton père pense qu'à baiser tout le monde et ta mère, elle te trouve de connasse. Alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est ça? Pourquoi pas Olvos? Bah, tu vas avoir un t-shirt? Tu vas m'acheter un cadeau aujourd'hui? Et toi? Non, je parle de toi. Ben, on est égal? Non, on n'est pas égal. Pourquoi non? Égaux? Est-ce que je préfère que ça soit toi? Pourquoi? Ben, je préfère, c'est tout. J'ai le droit ou pas? Ouais, et moi? Mais c'est pas toi, c'est toi qui as de la chance d'être avec moi. Hein. Non, c'est pas l'inverse. Hein. Regarde-moi. Bah justement, on dirait une bimbo. Sors tes baladées et dis-moi, aujourd'hui, combien d'années comme moi tu vois dans la rue? 20 000. Comme moi. Ils ont 25 ans. Comme moi? Bah, montre-moi. Je vais te les montrer. Ouais, montre-moi la photo. Bah, j'ai pas besoin de photos parce que je la regarde pas. Hein? Dis-moi, on va attendre, je n'ai pas vu. Ah, tu les vois pas parce que tu regardes pas. Hein. Moi j'en ai plein. Hein. Moi j'ai les deux. Hein? Alors, bon, comment on fait? Tu m'achètes quoi comme cadeau? J'ai des blondes. Tu veux pas des blondes? Des brunes? Et ça, c'est quoi? C'est pas des rendez-vous, c'est pas le digne d'une blonde? Hein, dessous des gros nibards comme ça? Tu es petite? Et alors? Bon, on va pas faire les points là? Tu penses qu'on faire les points? Le point de quoi? Les cartons. Qu'est-ce qu'on a dit? Ce soir, le point. On ne l'a pas dit déjà? Tu veux que je parle plus fort? Qu'est-ce que cet extrait révèle selon toi, Sarah? Qu'est-ce qu'on entend sur cet enregistrement? Donc, on entend un conjoint qui s'adresse à sa conjointe, donc déjà de manière extrêmement violente. Et d'autre part, il y a évidemment le contenu. Il s'en prend à ses enfants, il s'en prend à ses parents, il les insulte. Et puis, il s'en prend à elle, son physique, sa poitrine, qu'elle s'est fait refaire à sa demande, et il lui dit qu'elle a des seins de bimbo, qu'elle est vieille, qu'elle est petite. Quand on vous le dit une fois, 2 fois, 3 fois, ben évidemment, ça a des conséquences sur votre santé. Elle, qui n'avait jamais eu aucun problème psy d'aucune manière, elle s'est retrouvée à perdre du poids, elle a eu plusieurs arrêts de travail, elle a été mise sous antidépresseurs. C'est ça, en réalité, les violences psychologiques. C'est de ça qu'on parle. Et puis c'est lui, censé être l'homme riche, puissant, etc., qui exige un cadeau absolument qu'elle devrait lui faire parce qu'ils ne sont pas égaux. Absolument, il le dit, et c'est au nom de ça qu'il se permet d'avoir ces comportements de dénigrement avec ces femmes. Et pourquoi tu te dis qu'aujourd'hui, à la veille du procès, c'est important de les diffuser? Je pense que c'est important de les diffuser parce qu'en réalité, violence psychologique comme ça a l'air un peu pas très sérieux, quoi, en fait. On est dans une époque où on parle beaucoup de santé mentale, tout ça. Ça semble un peu moins grave que des violences physiques. On peut rappeler que c'est un délit qui a été créé par une loi de 2010, donc c'est quand même relativement récent. Et je vais donner la définition pénale de ces violences psychologiques. Ce sont des actes répétés qui peuvent être constitués de paroles et ou d'autres agissements d'une dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé physique ou mentale. À ma connaissance, il y a quand même peu de condamnations sur ce délit-là. Donc je pense que ce procès qu'on va avoir le 28 août, il va être à cet égard hyper intéressant et exemplaire à suivre parce qu'en fait, il va être jugé pour violence psychologique sur ces 2 femmes. C'est quand même passible de 5 ans de prison. Oui, parce que on peut se dire que beaucoup de gens, en t'écoutant, vont se dire « mais ça va, tous les couples s'engueulent, ou ça arrive à tout le monde. On peut se hurler dessus, on peut se dire des méchancetés dans la vie privée. Pourquoi est-ce que ça devrait être judiciarisé ?» On voit bien que c'est pas une simple engueulade. C'est lui qui lui dit des choses extrêmement désagréables et humiliantes. Elle dit rien, elle lui parle assez normalement. Et lui, quand même, continue pendant de longues minutes, en rajoute, en repasse une couche. Donc, on voit bien qu'on est sur quelque chose de complètement asymétrique.
Aujourd'hui, ces violences psychologiques, en réalité, c'est certainement celles qui entraînent les conséquences les plus graves. On parle maintenant, depuis peu de temps, de ce qu'on appelle les suicides forcés, des femmes victimes de violences qui finissent par se suicider. C'est souvent le stade ultime de ces violences psychologiques. Pour les 2 femmes qui ont déposé plainte à la suite de la publication de notre enquête, elles sont toutes les 2 à plus de 10 jours d'ITT, d'interruption totale de travail. C'est des conséquences qui sont jugées assez importantes, puisque au-delà de 8 jours d'ITT, on a des peines qui sont beaucoup plus lourdes, puisque ce sont des femmes qui ne sont plus en état de travailler. Et de ce que tu as lu, entendu, travaillé sur le sujet, de la même façon que les violences sexuelles, c'est un type de violence qui s'exerce quasiment toujours à l'égard des femmes de la part des hommes. Absolument. On est typiquement dans ce qu'on appelle les violences masculines, qui sont permises par une société patriarcale. Donc là, tu as tous ces témoignages que tu as recueillis, qui sont forts. Tu te dis que tu es proche de pouvoir publier. Comment est-ce que tu gères cette relation à ces femmes qui se disent victimes ? Alors, ce qui est toujours un peu compliqué dans ces enquêtes, c'est que ce qui rassure les femmes, c'est qu'il y ait d'autres femmes qui témoignent. Mais il faut quand même maintenir une grande étanchéité entre les sources. Ce qu'on fait dans toutes les enquêtes, pour les protéger, on ne va pas leur dire ce que nous ont dit les unes ou les autres. En revanche, dès le début, on leur annonce, parce qu'on le sait de l'expérience qu'on a chez Mediapart sur ce type d'enquête, que ça va être très long. Pour vérifier, pour entendre ce qu'elles ont dit à l'époque, ce qu'elles ont confié, retrouver des traces du passé. Absolument. Et puis, il faut prendre aussi le temps de la réflexion, de la maturation, de ce que ça va être une publication. Moi, vraiment, je tiens beaucoup à ça. Est-ce qu'elle mesure bien les conséquences ? C'est une personnalité extrêmement populaire, extrêmement connue. Est-ce que ça joue, ça, dans la difficulté qu'ont ces femmes à témoigner face à lui ? Évidemment, c'est l'animateur préféré des Français. En gros, personne ne va les croire. Et il y a encore une autre dimension, c'est la peur de la médiatisation. Une des femmes qui témoigne dans notre enquête, elle a songé à déposer plainte directement après avoir été agressée. Elle a été voir un avocat qui lui a dit « Eh bien, si vous déposez plainte, demain ce sera dans la presse. » Et ça, elle ne le souhaite absolument pas. Et elle renonce à déposer plainte. Comme si la notoriété, en fait, protégeait indirectement. Absolument. Donc, quand on publie, il faut que les femmes, elles soient à 200% OK avec une publication. Donc, dès le départ, on leur dit ça va être long. Mais en revanche, si on publie, on publiera quelque chose de archi-béton. Parce que chez Mediapart, on ne publie que des choses archi-béton. Là, on est en septembre 2023, d'une enquête qui a commencé au mois de mars. Et là, donc, tu procèdes à la phase qu'on appelle dans notre jargon de contradictoire, c'est-à-dire que tu appelles la personne mise en cause. Quand je le sollicite, Stéphane Plaza, je demande un entretien. Il refuse de me voir, il répond pas à mes appels, messages. Et j'écris du coup à son avocate. J'envoie donc un très long mail avec une trentaine de questions sur des faits très précis. Je lui laisse quelques jours pour répondre, il me semble, jusqu'au jeudi de mémoire. Et son avocate me répond dès le mardi. Très rapidement, elle me dit que sur tout le volet violence conjugale, en fait, il ne répondra pas à mes questions précises. Il estime que ça relève de la vie privée. Il dénonce des accusations fantaisistes et surtout, il dénonce, alors c'est des éléments de langage qu'on retrouve beaucoup dans la défense des hommes accusés de violence, des femmes éconduites qui se seraient liguées contre lui pour lui porter préjudice par tous les moyens. Et il parle d'une plainte qu'il aurait déposée contre l'une d'entre elles, car elle l'aurait cyberharcelée et elle aurait cherché à nuire à sa réputation. Est-ce que ces éléments que tu reçois, ils te troublent ? Est-ce que tu doutes ou alors est-ce que tu te sens sûr de toi ? Pour le coup, je ne suis pas du tout fébrile parce qu'au regard de tous les éléments qu'on a dans cette enquête, je suis absolument sûre de moi à 300%. Et surtout que la plainte qu'il évoque, j'en ai eu connaissance. C'est une plainte que pour moi je qualifie de manœuvre d'intimidation envers une femme qui a commencé à parler et à dire ce qu'elle avait vécu. Donc non, ça ne me met pas du tout mal à l'aise. Quoi qu'il en soit, tu intègres les éléments qu'il te renvoie dans l'article, et l'article est publié le 21 septembre 2023, et il va avoir un écho considérable, comme nous le verrons dans le 2e épisode de notre podcast. Pour écouter les prochains épisodes, rendez-vous sur le site ou l'application Mediapart.